l'euthanasie ou l'aide du suicide assisté. Elle recommande de généraliser les soins palliatifs. Alors voilà le mouvement des soins palliatifs dans nos hôpitaux de la péninsule, à domicile, au Canada, dans des projets pilotes. Le soin palliatif, c'est une équipe, c'est un ensemble de professionnels qui sont à la fine pointe de ce que Cicely Saunders nous disait en Angleterre, accompagner la douleur globale, le total pain qu'elle appelait. Aux États-Unis, le 26 juillet 1997, 2 décisions unanimes de la Cour suprême ne reconnaissent pas comme un droit constitutionnel l'aide au suicide, l'euthanasie active ou l'euthanasie passive d'un individu. Les définitions sont dans l'ouvrage. En 1999, en Europe, la protection des droits de l'homme et de la dignité, le Conseil de l'Europe prend une position très claire. Interdiction absolue de mettre fin intentionnellement à la vie. Un médecin ou toute autre personne ne peut en aucun cas répondre à la demande d'un patient qui demanderait à se tuer, suicide assisté, ou qui demanderait qu'on le tue, euthanasie. Aux Pays-Bas, depuis 2001, l'euthanasie n'est plus punissable dans certaines conditions. En Belgique, depuis 2002, l'euthanasie n'est plus punissable dans certaines conditions. En Suisse, la Suisse offre la possibilité de recourir au suicide médicalement assisté. Mais attention, des courants néolibéraux actuels, et ce n'est pas négatif, vous allez voir, permettent une évolution de la pensée. La science, les humanités se rencontrent. Et là, ce qui est intéressant, en France, le Comité national d'éthique a proposé de modifier le Code de procédure pénale pour permettre aux magistrats de ne pas poursuivre pour homicide des personnes qui auraient posé certains actes euthanasiques qui paraîtraient justifiés. C'est du cas par cas. Rappelons, Sue Rodriguez, atteinte de la maladie de Lou Gehrig, l'issue a été fatale. En novembre 1992, elle se lance dans une longue bataille juridique et revendique le droit de mourir dans la dignité et de mettre fin à ses jours au moment qu'elle choisira. Une fin de non-recevoir par la Cour suprême du Canada. En 1993, la Cour suprême canadienne va privilégier l'intérêt de l'État à la protection de la vie. Or, un comité sénatorial canadien a levé les ambiguïtés et va dire ceci: le Code criminel peut permettre l'utilisation des sédations fortes. J'en parlerai de la sédation tout à l'heure. Le respect du refus des traitements. Le respect du testament de vie. La légitimité des limitations. L'arrêt des traitements vitaux. Les sociétés civilisées puisent dans les traditions ancestrales de l'humanité l'interdit de tuer. C'est un fondement de société. Et c'est ce que la Société des soins palliatifs en France, en 2011, a déclaré après avoir fait un sondage sur l'ensemble des 80 millions de Français. Et lorsque la pratique des soins palliatifs, attention, ça c'est intéressant, lorsque les soins palliatifs se développent, la pratique de l'euthanasie régresse. Qu'elle soit active, passive, clandestine, déguisée. C'est la médecine douce du mourir qui fait son entrée. La peur de vieillir, la peur de la maladie, de la dépendance, d'entrer en maison de long séjour, de perdre ses capacités physiques ou
ou psychique, ça amène un mécanisme de protection et de défense. Ça, c'est propre aux mammifères humains. Je m'arrangerai pour en finir. C'est le propre de l'hémisphère gauche dont on a parlé à 2 heures cet après-midi, qui structure une identité, qui ne veut pas laisser, lui, une maîtrise sur sa vie. C'est ce qui est plus difficile pour les Occidentaux, le lâcher-prise, faire confiance, qui est le propre de l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, l'ego, crée des scénarios peu probables qui engendrent la peur, ce qui plaît bien à l'ego, qui le tient en otage et qui l'empêche de vivre l'harmonie du lâcher-prise, de l'acceptation. Jardin de l'hémisphère droit. Quand il veut en finir, parle-t-il du suicide assisté ou d'euthanasie active? André Comte-Sponville, philosophe, réfère à 2 types d'euthanasie. Celle dite passive, qui signifie l'interruption des soins. Celle dite active, qui conduit un tiers à administrer volontairement un traitement au malade dans le but de lui donner la mort. Or, pour le généticien Axel Kahn et Marie de Hennezel, psychologue, attention, seul l'acte volontaire d'un tiers, regardez les mots, seul l'acte volontaire, prémédité d'un tiers qui donne la mort au malade doit être qualifié d'euthanasie. Donc, par conséquent, quand une médication est administrée dans le but de soulager la douleur, et conséquemment qu'elle abrège la vie, ceci n'est pas de l'euthanasie, mais un accompagnement de la personne souffrante. On l'a comme visité cet après-midi, lui. Ne sommes-nous pas entrés aussi dans une ère où, pour correspondre aux critères de performance, de beauté, de société, qu'il arrive que des êtres, moralement, existentiellement, portent toutes seules leur souffrance, celle de l'âme, la plus difficile à gérer et la plus difficile à soulager. Cette souffrance, elle est très souvent proportionnelle à l'isolement relationnel et à la prison matérialiste dans laquelle parfois on peut être impliqué. Quelle ne fut pas la surprise d'une grande amie après un examen de routine d'apprendre qu'elle avait une tumeur maligne aux intestins. Lorsque j'ai arrêté de vouloir tout comprendre, tout savoir, tout diriger, j'ai commencé d'accueillir ma réalité, l'hémisphère droit. J'ai décidé de marcher sur un nouveau chemin, vers une destination imprévue. Mes énergies sont revenues. Elles n'étaient plus mobilisées seulement par le contrôle de ma vie. Et je me suis abandonné. Ça ne signifie guère le laisser-faire. Non, je coopère, je suis juste plus conscient de chaque pas posé quotidiennement. Denis Bonneville nous dit que la table est mise pour que les demandes d'abrègement de la vie continuent à un rythme sans précédent, parce qu'il y a un paradigme de peur. Si j'ai l'Alzheimer, donnez-moi un test sanguin, si jamais ça s'en vient, avant que je perde la mémoire, là, moi, il y a quelque chose. La peur, l'incertitude, ou l'ouverture à la confiance médicale qui amène un bon traitement. Évidemment, n'allez pas croire que la maladie d'Alzheimer ou
toute forme de démence, d'être loin de l'esprit, est quelque chose de réjouissant, puisque c'est quelque chose que nous avons à vivre un deuil au quotidien. Mais nous avons du mal à gérer et à traiter cette souffrance-là. Parce qu'elle est devenue tabou également. L'euthanasie anticipée est émue pas par la crainte de mourir, c'est par celle de souffrir, de devenir dépendant, de perdre aux yeux des autres et à leurs propres yeux leur dignité. Toujours le mot, hein, mourir dans la dignité. Commission, mourir dans la dignité. Comme si le paradigme de l'individualité, d'être seul, m'empêcherait de m'ouvrir à dire j'ai besoin de. Mon oncle, décédé le 4 octobre, 2 semaines durant, était baigné et lavé par son fils. Interdépendance. Mon oncle, au bout de la route. Et au fond, c'est là le lâcher-prise. J'ai regardé le tableau, mais je vois qu'il n'y a plus de tableau là. Je reviens là. Le lâcher-prise d'une société qui m'invite, je crois, qui m'inviterait à avoir un espace d'empathie. Voilà. Bon, est-ce que ça va jusqu'à date dans la réflexion? Et là, je suis convaincu qu'on est tous dans notre propre réflexion avec nos référents. Et on a tous notre propre, je dirais, notion de vérité. Et vous allez remarquer que je n'arrive pas avec une idée préconçue, héritage de ma culture judéo-chrétienne. Et quand je côtoie mes collègues qui sont d'une culture, de multiples cultures, musulmanes ou juives ou hindouistes, on se rend compte que l'humain est sur le même plancher dans ce mystère qui est de la mort. Gilles Vigneault, il va rentrer sur les planches au Jésus de Montréal prochainement. Après, il a commencé là, puis à 20 ans, 18 ans, il y revient. Il disait dans une entrevue, j'écoutais ça chez Louis à Caraquet, il disait « J'ai toujours eu dans ma vie la foi et le doute. Très souvent, le doute venait marcher avec moi dans mes chemins. Mais en même temps, la foi l'a toujours emporté. La foi dans les modèles, la foi dans mes pères, la foi en un Dieu vivant, la foi dans les arts, la foi dans moi. Et en même temps, le doute. Et là, je reviens sur les planches à Jésus pour donner il va faire une série de spectacles. Puis il dit, c'est drôle. J'ai ce bonheur, j'ai cette foi en moi qui fait que je suis encore un être de passion et un être de plaisir. Et qui sait si ce n'est pas ça aussi qui nous attend? Parcours de foi, ombre de doute également. Quand nous envisageons la fin de notre vie, puis je reviens, nous abordons la question de la dignité, je reviens encore, que nous ne voulons pas perdre. Elle n'est pas liée uniquement aux conditions matérielles de la vie, comme l'apparence du corps, le maintien de la raison, la perte de l'autonomie. Cette dignité révèle aussi la dimension spirituelle de l'être humain qui est un être de relation. Il est doué d'esprit et de raison, de libre arbitre et de volonté qui lui permettent de s'auto-déterminer. Je pensais que je pouvais sauter un petit peu plus loin, mais non. Il est normal que la perte de la raison, la perte de la conscience spatio-temporelle, la perte de la mémoire, de l'arrivée de la dépendance, soit perçue comme une déperdition d'humanité et par conséquent de la dignité. S'il y a perte d'autonomie, la personne ne veut pas être une source de soucis et de contraintes pour ses proches. L'histoire du journaliste
Le journaliste Jean-Dominique Bauby, atteint du locking syndrome, syndrome d'enfermement dû à une paralysie totale, me rejoint profondément. Il a retrouvé la seule part de pouvoir sur sa vie en rédigeant le scaphandre de papillon grâce à des battements de cils de l'œil gauche. Il est mort dans la véritable dignité, puisqu'il est demeuré le sujet de son histoire, de sa propre vie, et malgré la limite de l'enveloppe corporelle, malgré la dignité reliée à la vie globale, émanant, la vie qui émanait en lui, émanait de couches profondes de sa personnalité. Excusez-moi. Bon, on va avancer. On l'a comme perdu, hein? Émanait des couches profondes de sa personnalité, qui pouvaient englober quelque chose qui émane, mais qui n'est pas un physique apparemment inerte, laissait pour les interlocuteurs qui l'ont aidé à fabriquer un alphabet qui va écrire un livre. C'est comme ce matin, le prix Nobel de la littérature, M. Thomas Trumar, paralysé d'un accident vasculaire cérébral, laissé tellement paralysé qu'il n'a plus l'usage de la parole, reçoit le prix Nobel de la paix, et pendant le glissement de sa maladie, avant, pendant ou après, il va produire La Grande Énigme, son recueil de poèmes. Et à l'entrevue, c'est son épouse qui va parler, qui va lui prêter. Et c'est ça, l'interdépendance, l'intersolidarité. Voilà, mes chers amis, Bon. Quant à moi, il me semble important d'entendre la souffrance de la personne, d'accueillir sa demande sans la juger, en l'invitant à nous dire pourquoi elle veut en finir. En choisissant ses mots, la personne précise sa pensée, parle de sa peur, de son angoisse, de ses inconforts, de ses malaises, de son mal-être, parce qu'elle seule peut valider son vécu. Toute personne au plus profond de sa conscience ne sait-elle pas ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut. Pourquoi devrais-je contrecarrer son projet d'en finir, si telle est sa volonté? Or, la question est tout autre. Si je viens l'assister, si je lui donne ses médicaments ou toute autre substance mortelle, est-ce que j'agis dans le sens de ce qu'elle veut? Est-ce là un geste d'amour? Est-ce là un geste de compassion? Est-ce que j'ai créé un espace humain pour entendre ce qu'elle me pose comme problématique? Dans ce cas par cas, entendez bien, dans ce cas par cas, où le malade est entendu dans son vécu souffrant, il n'est pas rare que le médecin fasse référence à la sédation palliative. Voilà l'évolution. La sédation palliative qui est une euthanasie indirecte. Mais nous allons parler de sédation palliative. Littéralement, sédation veut dire apaisement. Comme le prévoit la médecine palliative, le patient qui est condamné à mort par sa maladie reçoit une forte dose de calmant et une drogue, comme la morphine, qui le plonge dans le coma lorsque ses douleurs deviennent insupportables. Le médecin fait tout son possible pour rendre supportable les derniers jours du patient s'il entre dans le protocole d'une sédation palliative. La seule chose que l'équipe médicale ne fera pas, c'est d'hydrater le patient
Habituellement, le patient meurt au bout de 2 ou 3 jours, faute d'eau. La médecine